on a décidé de faire deux choses. Donc, on s'est associé à plusieurs organisations, à la fois des groupes écologistes, mais aussi des groupes comme Vélo Québec, qui sont à l'origine du fameux cocktail transport que nous, on a beaucoup repris ici à Équiterre. Vivre en ville, qui est une association essentiellement d'urbanistes. Puis on a fait une espèce de plateforme de groupe. Donc, on a élaboré 23 propositions qu'on a envoyées aux partis politiques en leur disant voici le questionnaire. On leur a envoyé ça au mois d'avril. Voici un questionnaire. On va publier vos réponses sur notre site web. On veut faire connaître vos positions sur l'environnement dans le cadre de la prochaine campagne. Et vous le faites depuis 20 ans? On fait ça depuis longtemps, effectivement, oui. Et l'autre chose qui est nouveau, qu'on n'avait jamais fait, c'est qu'on a décidé de s'investir sur le terrain dans une vingtaine de circonscriptions. Un peu comme le ferait un parti politique, donc on a travaillé avec des groupes locaux, on a ciblé nos membres dans ces circonscriptions-là, nos membres et sympathisants, on en a Équiterre 250 000 au Québec, pour les amener à écrire aux candidats et candidates des partis dans leur comté, pour les amener à écrire aux partis politiques. On a organisé des soirées d'information, on a organisé des débats dans plusieurs villes et régions, organiser ou aider à organiser ce genre d'activités-là. Donc, moi je vais avoir parlé, là, je dirais, à la majorité des candidats et candidates des 4 partis présents à l'Assemblée nationale dans ces 20 circonscriptions-là. Puis avec nos partenaires, on va les avoir pas mal toutes et tous rencontrés. Puis ce qu'on voulait faire, c'est qu'il y a une pression qui vient de la base vers les partis politiques. Bien, si les candidats et les candidates se font parler d'environnement à la porte, ben là, ils vont dire à leur parti, ben moi, on me pose des questions sur le transport en commun, sur les élargissements d'autoroutes, puis là, c'est quoi notre position là-dessus? Et ça donne des situations assez intéressantes où moi, j'ai rencontré des candidats ou des candidates de certains partis, par exemple, qui sont dont le parti est pour l'élargissement d'une autoroute, puis qu'eux me disent, ben non, moi je suis contre, ça n'a pas de bon sens, parce que dans mon comté, ça va vouloir dire plus d'autos, plus de trafic, ça va dégrader la qualité de vie. Et c'est ça un peu une espèce de travail un peu subversif qu'on voulait faire au niveau des partis politiques. Et je pense que entre ça puis le fait que les journalistes et les éditorialistes ont commencé à poser de plus en plus de questions, ont parti là-dessus, les marches qui ont été organisées, ce qui fait en sorte qu'on parle d'environnement dans cette campagne-là comme moi, je n'ai jamais vu une campagne électorale où on en a parlé autant. Est-ce qu'il y a des consensus qui commencent à émerger dans la population et chez les élus aussi? C'est intéressant. Alors oui, il y en a. Tout le monde a des propositions en transport collectif. Moi, je n'ai jamais vu ça dans une campagne électorale. Puis pas, là, on va faire des voies réservées. Là. Tout le monde veut, sous une forme ou une autre, soit le REM ou un prolongement du REM ou quelque chose qui ressemblerait au REM mais qui ne serait pas au REM, des tramways sur la rive sud, sur l'île de Montréal. Évidemment, il y a le projet du maire Labaume à Québec qui est appuyé par tous les partis politiques. On veut faire des trains de banlieue, des prolongements de métro. Donc, il y a des variations d'un parti à l'autre, mais tout le monde s'entend pour dire on doit en faire plus, puis beaucoup plus que ce qu'on fait. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas risque que les gains en popularité des transports collectifs soient compromis par tous les retards, le REM qui bousille le train de deux montagnes, etc. Parce que quand les gens arrivent, quand c'est aussi long en autobus qu'en auto, pourquoi prendre l'autobus ou le métro? Bien, quand on regarde les grands projets de transport collectif, les projets de tramway qui se sont faits en Europe, par exemple, Barcelone, qu'on pense à plusieurs villes en France aussi, la construction crée toujours des frictions. Les gens, ils chialent, puis ils gueulent, puis ça complique leur vie. Puis c'est vrai que pendant un temps, c'est pas le fun. Mais après ça, on a un service qui est beaucoup supérieur à ce qu'on avait avant. Tu parlais de la ligne de montagne, quand même signaler que Exo a offert un rabais de 30% à ses clients bien avant qu'on commence la construction du métro, du REM. Pourquoi? Parce que le service était déjà nul. Vraiment pas adéquat, tellement que les gens se sont plaints, puis il y a eu des pétitions, puis ils ont dit « OK, on va vous donner un rabais de 30%. »
Ça n'a rien à voir avec le REM, je veux dire. Alors, l'idée, c'est que oui, il va y avoir... Il faut avoir assez de volonté politique, assez de conviction pour dire, bon, OK, il va y avoir des moments difficiles à travailler. Si on veut faire des voies réservées, si on veut faire des tramways, bien là, il faut éventrer des rues, puis là, les automobilistes, ils ne seront pas contents pendant un bout de temps. Mais là, après ça, on va avoir de bien meilleurs services que ce qu'on a. Il va y avoir beaucoup plus de transport collectif, puis ça va être beaucoup plus intéressant pour beaucoup plus de monde. Mais il y a une étape intérimaire qui est pas facile. C'est vrai qu'il y a des enjeux de déploiement au Québec dans le transport collectif quand on voit le temps que ça nous a pris pour... En fait, on ne l'a même pas fait encore, la voie réservée sur P9, par exemple. Mais on sent qu'il y a un vent de changement aussi, que ce soit à Montréal, à Québec, à Gatineau. On veut réaliser des projets beaucoup plus rapidement qu'on le fait jusqu'à maintenant. Il y a même une volonté au ministère des Transports, là où il n'y en avait pas du tout avant. On n'avait pas un ministère des Transports, on avait un ministère de l'asphalte et du béton. Puis on le voit, nous, que ça commence à changer. Alors, c'est pas fait, mais je pense que les signes sont encourageants. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur les changements climatiques. Il y a encore des citoyens, des politiciens, des hommes d'affaires qui ne croient pas qu'il faut agir, mais là, le consensus évolue aussi. Si on parle de volonté politique, justement, donne-moi des exemples de pays, de régions, d'États dont on devrait s'inspirer, qui toi, t'enthousiasment. Bien, peut-être un dernier sur le consensus. Tout le monde est d'accord sur la question des changements climatiques au Québec. Tu sais, on n'a pas de Rob Ford ici ou de Jason Kenney ou d'Andrew Scheer qui dit que oui, c'est important les changements climatiques, mais qu'on ne fera rien. On ne mettra pas de prix sur le carbone, on ne fera pas ci, on ne fera pas ça. Donc on y croit, mais on ne va rien faire pour s'y attaquer. Ce n'est pas le cas ici. Je veux dire, tous les partis s'entendent pour dire qu'il faut maintenir les objectifs que le Québec s'est donnés pour l'horizon 2030. Et certains partis disent qu'il faut en faire encore plus, mais au moins tout le monde dit qu'il faut faire ce qu'on s'est engagé à faire. Tout le monde veut maintenir en place la bourse du carbone. Ce n'est pas un système qui est parfait, j'en conviens, mais ça a le mérite de mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Bien, en termes de pays dont on peut s'inspirer, il y a des exemples intéressants. Nous, on est allé faire un tour en Norvège. Ce que la Norvège est en train de faire au niveau des transports, pas juste de l'électrification, notamment de l'électrification, mais pas juste au niveau de l'électrification. Ils sont en train de transformer le monde des transports et de faire ce que peu de gouvernements ont le courage de faire, mais littéralement, ils ont lancé une guerre contre l'utilisation de l'auto-solo. Tu ne pourras plus avoir accès au centre-ville d'Oslo dans un avenir très rapproché avec une voiture. Qu'elle soit électrique, hydrogène, essence, là, une auto dans le centre-ville d'Oslo. Est-ce qu'on peut imaginer ça à Montréal dans 10-12 ans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a un parti dont le cœur même, c'est la question des transports collectifs, c'est des transports actifs, qui veut réduire la place de l'auto dans une ville comme Montréal. Alors, pourquoi pas? En Norvège, conduire une voiture à essence, comme on en voit plein ici, des voitures très polluantes, très lourdes, bien, d'abord en Norvège, quand on dit que la Norvège fait ces mesures-là grâce à l'argent du pétrole, c'est faux, c'est archi faux. On ne paye pas l'épicerie en Norvège avec l'argent du pétrole. On investit ça dans un fonds, ce fonds-là ne paye pas les soins de santé, puis non, ce fonds-là investit dans des technologies, dans de la propriété intellectuelle, dans des entreprises. Alors, pour le secteur des transports en Norvège, la taxe de vente pour les voitures, c'est 26 %. 26 %. Puis, si tu as un véhicule à essence, ben là, il y a deux surtaxes qui peuvent s'appliquer selon le type de véhicule. Une surtaxe en fonction du poids, donc plus ton véhicule est pesant, plus tu vas payer, parce que l'État estime qu'un véhicule plus pesant va effectivement endommager plus les routes, puis c'est pas vrai que la société doit payer pour tes choix individuels, ce qui n'est vraiment pas le cas ici. Et une surtaxe CO2, carbone, où le véhicule, il y a une taxe en fonction de ses émissions par gramme de CO2 par kilomètre. Bien, un véhicule, une Camaro ou quelque chose comme ça, là, qui émet plus de 200 grammes par kilomètre parcouru, ben, c'est taxé à 300-350 € du gramme. Donc, ça veut dire qu'un véhicule comme ça, qui coûte ici 45 000-50 000 $, coûte en Norvège $250 000. Alors, le résultat, c'est qu'il n'y en a pas de ces voitures-là sur les routes. Il n'y en a juste pas, il n'y a personne qui s'achète ça.
Il y a des bornes de recharge partout en ville. Il y a des bornes de recharge rapides à tous les 50 km sur les autoroutes en Norvège. On investit massivement dans le transport collectif. Et là, au départ, on avait dit les voitures électriques ont le droit d'avoir accès aux voies réservées. Mais là, à un moment donné, c'est devenu, il y avait trop de voitures électriques. Puis là, ben, ça créait des embouteillages sur les voies réservées pour le transport collectif. Fait que là, ils ont dit, ben, OK, alors on va évoluer. Ça va être les voitures électriques avec 2 personnes et plus qui ont le droit d'avoir accès aux voies réservées. Et au-delà des... Ce qui est intéressant avec ce qui se fait là-bas, c'est qu'il y a un processus d'effort continu. Alors, on fait quelque chose, puis là, ben, ça ne marche plus. OK, on va le changer, puis on va l'améliorer pour faire encore mieux. Alors qu'ici, on parlait du code du bâtiment un peu, tu sais, on est hyper statique, changer la moindre petite virgule, c'est un effort herculéen. Je pense qu'en termes de... Au-delà des exemples concrets, je pense que ce de quoi on devrait s'inspirer le plus dans certains de ces pays-là, c'est comment les mentalités changent, c'est comment on arrive à avoir des politiques publiques qui sont capables d'évoluer rapidement, parce qu'on va avoir besoin d'évoluer rapidement. On ne pourra plus là, mettre des affaires couler dans le béton, puis là, on revoit ça dans 20 ans, parce que les changements climatiques vont arriver trop vite, les technologies aussi, on le voit dans plein de domaines. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine des transports risque de bouleverser ce monde-là très rapidement. Puis si on a des politiques publiques qui sont hyper lentes à réagir, ça va être un peu cacophonique. Alors, je pense que le changement de mentalité, puis d'évolution au niveau de la prise de décision collective va être très important. Donne-moi des exemples au niveau de l'acceptabilité sociale, qu'est-ce qui pourrait évoluer assez rapidement là? Dans la mentalité publique. La voiture autonome, on en parle de plus en plus parce que plus on va avoir de voitures électriques, plus on va commencer à avoir des voitures autonomes. La voiture autonome, ça peut être très intéressant. Ça peut aussi être pas si intéressant que ça, selon le modèle qu'on va adopter. Tu peux avoir une voiture qui est individuellement intelligente et collectivement stupide. 20 000 personnes qui prennent leur voiture intelligente pour aller voir une game du Canadien, ben ça va faire des embouteillages. Il va y avoir moins d'accidents, il va y avoir moins de pollution parce que ça va être des véhicules électriques, mais ça va quand même faire des embouteillages. Donc, d'un point de vue d'aménagement du territoire, c'est pas super intéressant. Si on se dirige plus, donc si tout le monde possède une voiture, mais qu'elle soit un véhicule autonome, ça va faire quand même beaucoup de voitures sur nos routes, beaucoup de places dans nos villes qui vont devoir être dédiées à ça. Si on décide par contre de prendre un modèle plus basé sur la mobilité partagée, donc l'autopartage, où là, il y a de moins en moins de gens qui vont posséder un véhicule. Ça va être un service comme on va utiliser, comme plein d'autres services qu'on ne possède pas, parce que ça va coûter moins cher, ça va être plus facile, ça va être plus intéressant. Bien là, les gains sont encore plus importants. Mais il y a un article très intéressant qui est paru dans un magazine américain qui dit sur la voiture autonome, ça ne sert à rien de klaxonner, la voiture ne peut pas vous entendre. Il va y avoir des frictions entre cette période-là où on va avoir à la fois des voitures qui vont être autonomes sur les routes puis des voitures qui ne le seront pas, conduites par des humains qui sont impatients, qui respectent plus ou moins les limites de vitesse, le code de la route, et des voitures qui vont respecter le code de la route à la lettre. Si la limite c'est 30, ben, ils ne rouleront jamais plus que 30. Ils vont faire les arrêts au stop, au feu rouge. Ils ne brûleront jamais un feu jaune. Mais là, tu vas avoir des gens qui ne seront pas contents, là. Alors, il va y avoir une cohabitation qui pourrait être difficile. Ça risque de bouleverser un peu le monde de l'emploi aussi. Quand une société de transport va dire, ben là, nous, des chauffeurs, on n'en a plus besoin parce qu'on va avoir des autobus autonomes. Ben, si on ne prépare pas bien ces changements-là, si on ne voit pas venir ça comme il faut, ben là, il va y avoir de la résistance. Puis l'acceptabilité sociale de ces nouvelles technologies-là pourrait être très limitée. Alors, encore une fois, si on planifie bien les choses, ça pourrait se faire de façon plus intéressante, peut-être même harmonieuse, que si c'est juste les technologies qui décident, bien là, ça va donner des situations à la Uber ou à la Airbnb, où ça va être cacophonique et ça ne sera pas le fun. Le physicien Pierre Langlois me disait que c'est plus rapide qu'on le pense, que d'ici 5 ou 7 ans, le poids et le prix des batteries vont vraiment chuter dramatiquement, qu'on n'a peut-être même plus besoin de subventions. Est-ce que tu penses vraiment que le marché va virer?
dramatiquement, Écoute, radicalement. ce que Stephen Guilbeault pense, c'est pas super important. Je ne suis pas un expert là-dessus, mais comme M. Langlois, il y a beaucoup d'experts en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, qui effectivement, puis on le voit, là, des fabricants d'automobiles qui disent, ben nous, là, des voitures juste à essence, on n'en aura plus. Puis on se dirige vers Volvo, BMW, PSA, donc qui fait entre autres Peugeot et Citroën en Europe, ailleurs aussi. La Chine, notre objectif, nous, c'est d'avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2020. On est loin de l'avoir. En fait, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Quand on regarde les derniers chiffres, on a de bonnes chances de l'atteindre. On est à combien? 30? On est à 2000 depuis le mois d'avril, depuis que le Québec a adopté, un peu après que le Québec a adopté sa loi zéro émission, donc qui force les fabricants d'automobiles à mettre sur le marché de plus en plus de véhicules électriques. Les ventes de voitures hybrides branchables et électriques au Québec sont à 2000 par mois. Ben, tu fais le calcul, là on est à 30 000. Si on continue d'en vendre 2000 par mois, un peu plus que ça, d'ici 2020, on va atteindre notre objectif de 100 000. Mais la Chine a vendu 100 000 véhicules électriques le mois passé. Ça va probablement, à part peut-être la Norvège, qui est déjà à presque 50% là, des ventes, et qui ont annoncé que d'ici 2025, les ventes de véhicules à essence vont être interdites. Pour les véhicules neufs, là, évidemment, les gens qui en ont déjà pourront continuer de les utiliser un bout de temps. Mais à part la Norvège, la Chine est probablement le pays qui va prendre ce virage-là le plus rapidement. Puis là, tu as des compagnies chinoises qui vont arriver bientôt sur notre marché avec des véhicules électriques. Alors, je suis assez d'accord avec M. Langlois. Quand je regarde tout ça, quand je lis ce que les experts, les compagnies d'automobiles, les fabricants nous disent là-dessus, c'est pas dans 20 ans que ça s'en vient, ce virage-là. On parle d'effectivement quelques années. Il y a quelques années, justement, il m'avoua qu'il faudrait tenir compte de l'électromagnétisme émis par les véhicules individuels ou collectifs. Je ne sais pas si tu es au courant un peu avec l'Internet des objets. Les antennes, ils veulent les mettre à toutes les 2 à 10 maisons, des microcelles. Et puis les véhicules émettent des radars constamment, mais personne ne parle de ça. Il y a des gens qui mesurent. Nous, il y a quelques années, on a mesuré juste les champs magnétiques basse fréquence. Et la pire voiture, c'était la Prius. Et une des meilleures, c'était la Leaf. Donc, tout électrique ne veut pas dire nécessairement champ électromagnétique élevé. Mais ça dépend comment c'est fait. Oui, la configuration, le câblage, tout ça. Mais on ne mesurait même pas les radiofréquences. Là, on voit qu'il y a des hautes fréquences, des micro-ondes là-dedans là, qui chauffent les tissus. Et il va falloir que le public s'informe là-dessus pour faire pression sur les fabricants parce qu'ils sont très, très au courant de ça. Toi, est-ce que c'est un sujet qui te touche chez vous, dans ta vie? Personnellement, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas un sujet, pour être bien honnête avec toi, c'est pas un sujet ni professionnellement ni personnellement que j'ai beaucoup regardé, pas parce que je pense que c'est pas important ou que mais parce que il y a un nombre d'enjeux limités où je peux mettre mes efforts. Mais par contre, ce que l'histoire nous montre, c'est que c'est inévitable quand il y a des problèmes comme ça de santé publique, de biens collectifs. Les entreprises puis les lobbies peuvent nier pendant un bout de temps, puis dire que c'est pas vrai, puis on l'a vu dans les changements climatiques, puis on l'a vu dans la cigarette, puis dans tellement de dossiers. Les émissions de véhicules, c'est impossible de respecter la réglementation. Oui, puis écoute, au début des années 80, au début des années 70, quand le gouvernement américain a dit, bon, ben là, on va mettre des appuis-têtes dans toutes les voitures parce que ça va sauver beaucoup d'accidents, puis au niveau de la nuque, l'entreprise, l'automobile américaine, les lobbies ont dit, si vous faites ça, le secteur va faire faillite. Pas fait faillite, puis... Alors, moi, j'ai assez confiance qu'on ne peut pas garder la marmite sur quelque chose comme ça éternellement. À un moment donné, il y a suffisamment de chercheurs et de gens qui vont s'y intéresser que ça va devenir un enjeu, puis que les entreprises, les gouvernements vont devoir s'y attarder. Ça va bouger dans quelques semaines ou quelques mois, parce que dès 2016, le National Toxicology Program américain tenait une conférence de presse en catastrophe en disant on a causé le cancer chez des rats avec des cellulaires. Ils voulaient aviser le public et le gouvernement américain 2-3 ans avant la publication de leur étude qu'on a vu les mêmes tumeurs chez les rats que chez les gens qui utilisent longtemps le cellulaire
pendant plus de 10 ans. Et puis l'étude sort cet automne. J'ai été invité par le NIH, le National Institutes of Health, récemment. Ils ont une table ronde sur la santé dans les bâtiments. Ils viennent de créer un groupe de travail sur les champs électromagnétiques. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une omerta, mais je la vois plus au Québec qu'ailleurs, où la santé publique joue le jeu d'Hydro-Québec et des télécoms. Quand les villes bloquaient au niveau des antennes ou des compteurs intelligents, c'était toujours le docteur Michel Plante d'Hydro-Québec et Monique Beausoleil de la santé publique qui disaient bonnet blanc, bonnet noir, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Oui, c'est les mêmes porte-paroles avec le même discours de désinformation. Mais moi, je pense que quelque chose comme ça, puis j'ai donné plusieurs exemples, mais ça peut fonctionner un temps, mais ça finit par... Ceux qui mentent ou qui essaient de jouer avec la vérité finissent toujours par se faire rattraper. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais à mon avis, c'est assez inévitable. Pour revenir un peu à la politique, tu as touché un peu à la foresterie quand tu étais chez Greenpeace. Un tout petit peu, oui, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu penses des propositions de nationaliser une partie, une totalité, la foresterie, les mines, des choses comme ça? Écoute, bien honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai regardé dans le détail ou que nous, on a regardé dans le détail. La nationalisation, peu importe l'industrie. Donc, si je te donne un commentaire là-dessus, je le ferai je parlerai à travers mon chapeau. OK. C'est quand même intéressant. Les compagnies certainement étaient en résistance quand le Québec, créé Hydro-Québec est nationalisé, mais ça s'est fait, on l'a déjà vu. Le prochain virage sera-t-il néolibéral ou marxiste? Écoute, malgré mes quelques années d'études en sciences politiques, je pense que ça aussi, c'est une question qui dépasse mes compétences. Ce que je veux dire, en fait, c'est que souvent, les gens vont vous dire « Ah, vous, les écolos, vous êtes trop radicaux », puis d'autres vont dire « Vous n'allez pas assez vite ». Comment réaliser cet équilibre-là pour être un catalyseur, pour accélérer le changement? Bien, nous, on croit beaucoup que pour que le changement se produise, il y a plusieurs ingrédients qui sont nécessaires. Le changement, il ne viendra pas juste des gouvernements, puis il ne viendra certainement pas juste des entreprises, puis il ne viendra pas non plus juste de la population. Là. Quand on fait des sondages sur ces questions-là, tout le monde est pour la tarte aux pommes, tout le monde aime ça, donc tout le monde est pour qu'il y ait plus de protection de l'environnement, puis meilleure protection du climat. Quand on creuse puis qu'on leur demande, OK, sur les mesures précises, dès que ça touche le portefeuille, là, on voit que le niveau d'appui aux mesures diminue. Alors, mais il y a une portion de gens, puis quand il y a de grands changements sociaux, là, c'est jamais le fait de la majorité. C'est presque toujours le fait d'une minorité, mais une minorité importante de gens